Chers amis, bonjour. Nous avons le grand plaisir, Laurent Fent et moi-même, de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse spéciale vacances qui va aller jusqu'au mois de septembre. Alors comme vous voyez, je suis le nouveau pape, absolument. Je suis puisque je suis le pape de la conspiration, voilà, de la fausse nouvelle. Je me suis dit, tant qu'à faire. Voilà, donc je précise que j'ai la bague du pêcheur, c'est la vraie, elle est là. Et bien entendu, cette croix est une croix qui a appartenu à un prêtre marin. Voilà. Alors, je voulais remercier tous les lecteurs qui sont venus à Grasse, qui sont venus à Melun, d'Amarie-les-Lys, qui sont venus à toutes les récentes signatures. C'est vraiment, vous avez été absolument adorables, vous allez voir les photos derrière nous. Et donc, mon cher Laurent, mon père s'appelant Pierre, et moi-même étant Pierre, j'estime que je suis assez légitime finalement, puisqu'on a un pape, François, qui est au Vatican et qui ne savait même pas qui était Emmanuel Macron une semaine avant l'élection. Alors je me suis dit, mais c'est pas possible, ce type est un imposteur. Emmanuel Macron a été le grand miracle de la France. Il a sauvé le monde, il va nous sauver du réchauffement climatique, bien entendu. Et donc je me suis dit, il manque quand même quelque chose à son curriculum vitae, à Emmanuel Macron. Il lui manque d'être canonisé. Parce que vraiment, il a tous les bienfaits, les médias nous l'ont présenté, nous l'ont vendu comme quasiment le grand monarque. Jupiter, Jupiter, Zeus, Napoléon. Jupiter, voilà. Donc lui, c'est un dieu grec. Je suis le descendant de Pierre, comme on dit. Pierre II, voilà. Non mais c'est vrai, les statues de Saint-Pierre, il fait ça, les deux doigts. Il a les deux clés. Et donc, vous savez que pour canoniser un futur saint, il doit faire un miracle. Et alors là, Emmanuel Macron... Il en a accompli plein. Mais il en a fait plein de miracles. Il en a fait plein. Alors, je vais vous en donner quelques-uns. Et rien que pour ça, officiellement, moi, Pierre II, je canonise Emmanuel Macron. Je le canonise parce qu'il nous a fait plein de miracles. Des miracles tellement extraordinaires. Jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Déjà, il a éliminé Najat Belkacem. Déjà, rien que ça, c'est un miracle. Ensuite, il a éliminé Myriam El Khomri, la ministre la plus détestée des Français. Et remarquez bien, cher lecteur, qu'il n'a pas mis le mouvement En Marche, et ils n'ont pas mis un candidat ou une candidate En Marche en face de Madame El Khomri. Ça n'a pas empêché de se faire éliminer. Alors ensuite, il y a Jean-Christophe Cambadélis. Amen. Jean-Christophe Cambadélis, il est mouru, voilà. Vous savez, le Parti Socialiste qui a vidé les poches en compagnie de M. François Hollande et surtout d'un homme qui s'appelle Christian Eckert, donc le secrétaire au budget, au ministre du budget. Alors, merci aussi pour l'humiliation de Manuel Valls. Ça aussi, c'est un autre miracle, qui est désormais considéré comme un tricheur. Chaque soirée électorale a sa part de tension, d'énervement. Ce qu'il faut attendre, c'est simplement que la démocratie s'exprime. Ça s'est jamais vu en France. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu une telle révolte. Je sais pas ce que tu en penses, mais... De toute façon, les présidentielles, les législatives, tout. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable, incroyable. Donc, Manuel Valls, gros tricheur. Ensuite, l'élimination de Cécile Duflot et Emmanuel Cos. Encore, il nous a fait plein de miracles, Emmanuel Macron. Voilà, donc on aura un Saint Emmanuel, Saint Macron. Plus de gauche. Voilà, au centre, il est au centre, tout va bien. Alors, merci aussi pour l'élimination de Marisol Touraine, la ministre hallucinée. Non, parce que elle, c'est franchement extraordinaire. Alors, merci également pour l'élimination de Nathalie Kosciusko-Morizet, la poupée gonflable du 0,01% de la population. Et surtout, muse de Jean-Jacques Bourdin. Ben oui, elle était invitée toutes les heures, presque toutes les demi-heures sur BFM-VC. Je crois qu'à peu près tous les 3 ou 4 jours, elle était invitée par Bourdin à 8h30. Il s'amuse. Oui, voilà, il avait le béguin pour elle, manifestement. Mais ça n'a pas marché. Comme quoi, on peut passer 20 000 fois sur BFM et se faire rétamer, quoi. Ça aussi, c'est un miracle, finalement. Saint-Macron. Ça, je le bénis. Voilà. Alors, merci pour l'élimination de David Douillet.
Lui, il a jamais su Jamais qu'il rien. était député. C'est vraiment, non mais il était drôle. Là, il a jamais compris qu'il était député, lui. Hein. Il était un peu perdu. Alors, surtout, merci pour l'élimination de Benoît Hamon, de Patrick Menucci, de Mathias Fekl, d'Elisabeth Guigou, de Christian Eckert, secrétaire d'État au budget, qui a ruiné les Français pendant 5 ans. Laurent, il a obtenu 9,49%. Christian Eckert, c'est l'illustration parfaite du mec. Tu sais, ces expérimentations, on leur dit vous allez leur injecter du 220 volts et puis ensuite on va monter. Oui, Hein, c'est voilà, Christian Eckert, c'est ça quoi. Et puis il s'est jamais arrêté. Hein. Lui, il a fait que monter les impôts, il a électrocuté les Français, il leur a vidé les poches, enfoiré. Bien fait pour toi, Christian Eckert, tu iras brûler en enfer. Alors ensuite, merci. Ah oui, mon cher Laurent. Merci pour l'élimination d'Aurélie Filippetti. Aurélie Filippetti, oui, c'est qui c'est. C'est une ex-muse de Strauss-Kahn, et surtout la ministre de la Culture, la plus nulle que la France n'ait jamais connue, et qui m'a d'ailleurs... elle m'a bloqué sur Twitter, j'ai jamais compris, parce que je n'ai pas le souvenir de l'avoir insulté ou quoi que ce soit. C'est ton aura Saint-Luminaire. Ouais, non, voilà, vraiment. Non, mais être censuré, être bloqué par une ancienne ministre de la Culture, c'est finalement un honneur. Hein, je sais pas ce que tu en penses, mais alors là, c'est quand même incroyable, quoi. Je n'en reviens pas. Bref, au moins, cher Emmanuel Macron, Saint Macron, hein, votre élection a des conséquences radicales et imprévues. L'élimination définitive du Parti socialiste français de la scène politique. Les guillotineurs ont été guillotinés. Saint Emmanuel Macron, merci. Vous avez votre place au ciel, ça y est, avec Madame Brigitte. Hein, on la béatifie, Brigitte? On peut. Allez. On n'est plus à ça près. Hein. Brigitte Macron, vous êtes béatifiée. Voilà. Allons-y. Désormais, toutes les prières que vous ferez, vous serez exaucées. Et chers spectateurs, chers auditeurs, chers lecteurs, désormais, Pierre II vous le dit, vous pouvez prier Emmanuel Macron, Saint Macron. Vous pouvez le prier, il répondra lui-même à vos prières. D'ailleurs, on l'a vu à la télévision, il répond lui-même au téléphone à l'Élysée. Non, mais c'est vrai, je l'ai vu. Non, mais c'est étonnant. Donc, nos amitiés à ce nouveau saint. Hein, d'ailleurs, c'est rare qu'un saint devienne saint de son vivant. Oui, c'est exceptionnel. C'est unique même dans les annales. En tout cas, les Français, en septembre-octobre, vont voir la politique d'Emmanuel Macron. Donc là, je pense qu'il va falloir beaucoup prier. Et il y avait cette chanson des Charlots. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Merci patron. Sur le blog. Merci patron, c'était génial. Merci patron, merci patron, quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Alors on peut la décliner en merci Macron. Merci Macron pour cette élimination. Voilà, et j'en profite pour l'occasion, je bénis tous nos auditeurs, tous nos lecteurs. Voilà, Pierre II vous le dit. Et d'ailleurs, de toute façon, le vrai pape, c'est moi, hein, par définition, puisqu'on a un imposteur, il ne connaissait pas Macron, hein, François, et en plus, il nous dit d'accueillir des migrants chez nous. Donc, je ne sais pas, c'est un pape catholique qui dit d'accueillir des musulmans chez lui, enfin, chez eux, enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais m'installer en Avignon en attendant de récupérer ma place au Vatican. Eh bien, maintenant, nous allons parler de l'Apocalypse, et en précisément... Sans transition. Sans transition. Bah oui, Pierre II, hein, c'est celui qui termine... Ah oui, c'est le dernier. Voilà. Pierre II, c'est lui qui était... Alors, donc, nous allons parler de l'Apocalypse bancaire. Et mon cher Laurent, tu l'as vu, vous l'avez tous vu, et c'était annoncé. Hein. J'en parle là, pour le coup, de ces deux banques italiennes, j'en parle depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans à peu près. Eh bien, ça y est, elles sont mourues. Mais avant d'attaquer les banques italiennes, il y a eu quand même 5 ou 6 banques mortes au cours de ces 10 derniers jours, c'est quand même énorme. BFM nous dit que tout va bien. Cette nouvelle n'existe pas. Rien d'étonnant. Nous allons revenir avec Laurent sur la Barclays Bank. L'information que Laurent va vous donner, eh bien, elle illustre notre travail depuis 9 ans maintenant. Ouais. Et ça vous montre à quel point les banques ont escroqué tout le monde, les journalistes, les médias, la Banque Centrale Européenne, les politiques, mais surtout, qu'est-ce qu'elles nous disent, toutes ces faillites bancaires? Et que les stress tests,
Tu te souviens des stress Oui, tests les fameux. hein, les fameux stress tests. Nous avons passé le stress. Ah ouais. On a passé le stress, on peut résister à tout. Et résultat des courses, 1 an et demi après, 2 ans, on apprend qu'en fait, Tout est elles sont maquillé. en faillite, que les comptes étaient maquillés, qu'elles sont rachetées pour 1 euro symbolique. Non mais c'est absolument énorme. Avec l'argent des prend- contribuables, bien On évidemment. vous prend pour des crétins. Mais si. Et surtout un en particulier, Nicolas Bozo, pardon. Il y a un clown qui s'appelle Bozo, je Oui, crois. tout à fait. Nicolas Bozo qui officie sur BFM-VC. Voilà. On bénit les journalistes de BFM-VC. Pierre de béni. Voilà, je vous envoie à l'Apocalypse directement dans la rédaction. Alors, Barclays Bank, la fameuse Barclays Bank, mon cher Laurent, à toi l'honneur. Alors, juste faire une aparthèse suite au reportage que tu as été faire en Grèce, puisque tu nous dis, hein, la Grèce a 5 ans d'avance sur nous. Absolument. Et c'est exactement le même principe procédé. Et on voit que c'est les élastiques qui maintiennent encore le système en place sont en train de céder les uns après les autres. Et on verra dans cette revue de presse Et on certains a témoignages. souvent parlé des élastiques tous les deux. Hein, je m'en souviens en 2000. Non, mais en 2009-2010, on dit ils sont en train de tirer l'élastique et un jour le truc va rompre. Et bah voilà, tu viens de le résumer, tu vois, ça plus t'est en revenu. plus. Alors donc la Barclays qui a bidonné effectivement ses comptes en 2008 pour éviter la faillite. Une nouvelle confirmation de ce que tu avais annoncé dès février 2008. Les banques cherchaient bien des milliards pour masquer leur pète abyssale à cause des subprimes. Et bien presque 10 ans plus tard, 10 ans, ça a tenu quand même 10 ans les élastiques. Oui, 10 ans. Les cadavres de ces milliards sont ressortis du placard, tels des morts vivants, dansant toujours au rythme du thriller de Michael Jackson. Barclays, ex-CEO, Charge Over Qatar Rescue and Mid-2008 Crisis, annonçait Reuters, précisant que le gendarme anglais du FTSE lui est tombé dessus, l'accusant de fraude comptable, entre autres. Fraude comptable, j'aime beaucoup. Fraude comptable. Escroquerie, non. mais fraude comptable, oui, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il pourrait mettre en examen pour escroquerie. Vu le nombre de banques qui sont impliquées, Ouais, si clair. c'était la seule. Et dire qu'à l'époque, en 2008, c'est toi, Pierre, qu'on accusait d'être conspirationniste, ce dont le journal Le Monde m'accuse toujours, comme vous le savez, à l'heure actuelle, avec leur fameux site. Les gendarmes british du Serious Fraud Office, c'est le gag, le bureau de la fraude sérieuse. Le bureau de la fraude sérieuse. Ça s'appelle comme ça. Oui. Non, mais c'est pas une Non, blague. mais doute de rien. Le bureau Excellent. de la fraude sérieuse. Donc, c'est effectivement certainement de Il l'humour doit y anglais. avoir ouais. un autre bureau de la fraude, mais pas sérieuse, quoi. Ça Oui, doit être un c'est farce ça. à trappe, C'est ça, en fait. Alors, ils accusent John Verley, un ancien PDG et tout son état-major de l'époque, d'avoir participé à une conspiration. Et c'est moi le conspirationniste, hein, Le Monde. Aussi avec toi en plus. Hein Ah ouais, non, mais, Et toi aussi, d'ailleurs. et payer, les Qataris 408 millions de dollars pour qu'ils prêtent de l'argent à la banque, alors que la banque elle-même prêtait 3 milliards aux Qataris, qui eux-mêmes ont levé 13 milliards de dollars auprès des investisseurs en djellaba afin de les placer dans la banque. On vous l'explique version française. Oh, le délire. Ouais, t'as relu plusieurs fois hein, toi-même pour comprendre le Non, je process, l'ai hein. relu plusieurs fois parce que j'étais pas sûr de... Comme quoi, J'ai dit, mais les mecs, attends, c'est quand même vicieux. Hein. Ils sont Ouais. quand même extraordinairement vicieux, hein, les banquiers musulmans là, du Qatari. Là. Non, j'aime bien parce que les musulmans nous disent, oui, les emprunts... comment ça s'appelle là, les emprunts charia ou je sais pas quoi, là, sans intérêt, je sais pas quoi, enfin la banque islamique, etc. Bah, la banque islamique, parce que là, les Qataris, bonjour l'escroquerie, quoi, bonjour l'embrouille. Hein, voilà. alors, on vous allez voir explique un la petit suite, peu. c'est énorme. Alors donc on vous la refait, mais cette fois Ouais, bien normal. dans l'ordre. Hein, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? En 2008, la Barclays a un trou de plusieurs milliards dans ses comptes, l'obligeant à se mettre immédiatement en faillite. Deuxième point. La Barclays appelle une grosse huile du gouvernement qatari pour la sauver moyennant un gros bakshish. Bakshish, hein, j'insiste sur ce terme, bakshish. Ouais. Pas pot de vin, parce que pot de vin c'est catholique, et bakshish c'est musulman. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Troisième point. L'huile, la fameuse huile qatari en question, demande 408 millions de dollars pour ses services à la banque et ses montages. Quatrième point, pour justifier son bakshish, Bakshish. l'huile en question arrange un prêt de 3 milliards de dollars fait par la banque. En faillite, mais elle n'a plus un rond en caisse. Voilà, les zéros, mais elle arrive quand même à prêter 3 milliards, très fort. Alors donc, la fameuse huile arrange un prêt de 3 milliards à l'État du Qatar pour son développement. Trop fort. En même temps, la fameuse huile qatari fait un levé de fonds parmi les riches du pays, donc des privés, Tout ça en même temps, parce que sinon Pour- ça marche pas. pour amasser 13 milliards à mettre dans la Barclays. Sixième point, ce qui veut dire le Qatar s'est prêté lui-même une partie de l'argent des privés qataris Absolument. qui est allé dans la Barclays. La Barclays, grâce aux 13 moins 1 milliard, donc 10 milliards, peut répondre à ses obligations et n'est pas obligée de se déclarer en faillite.
Donc, 8e point, le tour est joué, la confiance rétablie de Justesse et Barclay à des nouveaux actionnaires. Voilà, et donc c'est ici, vous pouvez, en voyant l'article, cliquer, c'est le bureau des fraudes sérieuses de sa très gracieuse majesté pour le croire, Non, mais il faut... et le télégraphe. Vous allez voir derrière nous, hein, le Serious Fraud Office. Hein, non, mais on l'invente pas. C'est vrai, c'est de l'humour anglais. Comment Serious prendre les gens Fraud- pour des cons? Je ne sais pas. L'office de la fraude, le bureau de la fraude, mais le bureau de la fraude sérieuse. C'est Un non-sens. c'est au bout du 25e avertissement, ils ont une mise en garde. Ouais. Hein, ça doit être ça. Et alors, tu te rappelles où est-ce qu'il en est? Ils en sont, la Barclays, maintenant, vu que ça a été mis en avant, Ah non, tribunal, non, autre. non, mais ce qui était extraordinaire, c'est que toi et moi, on a chroniqué ça à l'époque, hein, c'est vraiment stupéfiant, de voir que 8 ans, 9 ans plus tard, l'affaire ressort avec tous les cadavres bien gluants, bien puants, et en plus, les politiques n'ont pas d'autre choix que de mettre en examen les PDG de l'époque et toute l'équipe dirigeante de la banque. Et rappelle-toi, parce que ça t'a fait rire à l'époque, le PDG de la banque, si mes souvenirs sont bons, il s'appelait Bob Diamond, Bob Diamant. Ah oui, bah, le Et fameux. il y avait un autre mec, je crois qu'il fameux. s'appelait John Rich, Jean Rich. Hein, Ouais. voilà, donc c'est des noms de banquiers par définition, mais c'est surtout des banquiers escrocs, quoi, parce que là, c'était absolument énorme. Et le problème qu'il y a avec ça, le problème, c'est que, à mon sens, les Qataris ont dû les faire chanter ensuite, ils ont dû demander à faire passer des lois, par exemple pour accueillir un maximum de migrants musulmans, etc. Tout est possible, là, les portes sont ouvertes. Hein, après, la Barclays a pu payer des députés, et on l'a vu, on a vu une députée, ministre de la Défense, la fille, hein, elle a été obligée de démissionner, elle était payée depuis 2-3 ans 10 000 € par mois par une obscure ONG californienne. On se demande pourquoi, mais on sait très bien, c'est la CIA qui manipule, et les mecs de la CIA ont quand même réussi à faire nommer cette femme ministre de la Défense du premier gouvernement Macron. C'est absolument énorme. Au salon aéronautique du Bourget, le chef de l'État et Sylvie Goulard regardaient côte à côte les évolutions des avions militaires. Rien ne laissait alors présager une sortie du gouvernement de la ministre des Armées. J'ai demandé au président de la République de ne plus faire partie du gouvernement. Je souhaite être en mesure de démontrer librement ma bonne foi. Hein, voilà comment tout ça fonctionne. Donc on est en plutocratie. Hein, ton analyse est bienvenue parce que historiquement, on a chroniqué ça depuis le début en fait, hein, à la radio, et ton analyse m'intéresse beaucoup pour voir. Enfin, il intéresse surtout les lecteurs comme ils me disent, parce qu'ils te disent également bonjour. Alors, ce que je trouve génial, hein, tu vois, c'est que depuis 10 ans, quasi maintenant que tu fais cette revue de presse, on voit la prise de conscience des gens qui ne s'émeuvent plus maintenant de tout ça. Finalement, ça fait partie des choses qui sont transparentes pour tous ceux et celles qui, enfin, réussissent à réfléchir par eux-mêmes et se posent des questions. À l'image d'Oliver Stone qui a interviewé Poutine. Ouais. A lot of Western people don't know much about you. We'd like to know about your background and where you came from. Your critics say that Russia is a traditional authoritarian state. Не так. Et de voir les griefs que les médias mainstream ont eu contre ce documentaire, mais c'est complètement hallucinant. Je veux dire, l'occasion d'avoir un autre son de cloche, de pouvoir réfléchir et de voir à quel point, suite au fameux débat qu'il y a eu lundi soir après le documentaire, comment les journalistes de la bien-pensance du Monde, du Figaro ou des spécialistes en géopolitique ont commencé à critiquer ce documentaire, est totalement hallucinant. J'en arrive moi à me Les demander... mêmes qui nous ont vendu Macron. Hein. Oui, C'est mais bien extraordinaire. exactement. On peut se demander si ces gens-là sont stupides, mais réellement, c'est-à-dire des gens qui ne réfléchissent pas, qui sont demeurés, qui ne se posent pas de questions et qui prennent la doxa, ou alors si réellement ils jouent un rôle. Pour moi, là, les questions sont là. Maintenant, le fait de voir avec les présidentielles tout ça, comment ça a été mené de main de maître quasiment, parce que c'est complètement hallucinant. Je n'ai jamais vu ça depuis le temps que je fais des revues de presse concernant le domaine des politiques, les présidentielles. Ça a été complètement surréaliste. Tout à fait. Donc là, avec cette actualité, et notamment toutes les banques là, telles qu'elles sont, on voit Toutes les les banques qui élastiques. tombent les unes après les autres. quoi. C'est incroyable. Là, c'est comme si tout le manège du marionnettiste qui était derrière la scène, qui manœuvrait toutes les marionnettes, Les élastiques. les élastiques sont en train de casser les uns après les autres. Alors, je ne dis pas quoi en penser, mais je dis juste, à l'heure actuelle, que c'est tout à fait montre de cette fameuse apocalypse où tout ce qui était caché, les voiles, Oui. et notamment de la conscience, Oui, tout oui, ça tout à fait. est levé.
Et on s'aperçoit que tout est jeu de dupe, tout est manipulation. Donc c'est extrêmement difficile pour ceux qui viennent de se réveiller à l'instant de se dire waouh putain le monde dans lequel j'ai été construit. La manipulation est encore plus intéressante parce que moi je le dis à tous nos lecteurs spectateurs, ne l'oubliez pas, les journaux pardon, Le Monde, Le Figaro, Les Échos, La Tribune, alors tous les spécialistes, les journalistes, on leur dit bonjour, Abemous papam, salut, ciao. Ils nous ont tous pondu des articles, oui. La Banque Centrale Européenne a conduit des stress tests. Toutes les banques, ou quasiment, sont en bonne santé. Elles peuvent résister à des chocs, à des tremblements de terre, à des tornades, à l'apocalypse. T'as raison, l'apocalypse n'est pas encore arrivé, mais déjà elles sont en train de tomber. Non mais c'est absolument dingue. Mais vraiment, mais comment osent-ils prendre les 500 millions de citoyens pour des crétins à ce niveau-là? Les stress tests des banques, Mario Draghi, fuck you. Voilà, c'est tout ce qu'on peut leur dire. Parce que c'est des menteurs. Et c'est les 500 millions de citoyens dont l'argent est pris. Et on va le voir. On va le voir. C'est l'argent des Italiens, par exemple. C'est l'argent des Espagnols. Et c'est l'argent des Français qui est pris. C'est autant de routes qui ne sont pas construites. Des lycées, des collèges, des maternelles, les vieux, etc. Tout ça pour sauver ces putains de banques. Mais c'est dingue. Mais c'est complètement fou. Et on voit ça. Mais en plus, il y a une accélération. Quoi. Oui. Mais d'ailleurs, il y a deux témoignages dans ta revue de presse qui, à mon sens, sont importants. Il y a celui de Arnaud. Oui, on va revenir sur Bernard Arnault. Et le deuxième, puisque tu parles de Draghi, qui est allé faire une conférence, je ne sais plus dans quel pays, en Estonie, qui dit clairement les choses. Même ceux qui sont représentants de tout ce système avouent, ou alors s'ils ne sont pas représentants, des gens qui sont des fortunes françaises, qui disent clairement que tout est en train de s'écrouler et que tout va clasher. Oui. Voilà. Alors justement, jeudi dernier, j'avais mis à jour la revue de presse en disant... les deux banques italiennes de la Veneto, là, dont je parle régulièrement, elles sont à racheter pour 1 euro symbolique. Hein. Non, mais tu imagines, tu vois, des grandes banques italiennes que tu rachètes pour 1 euro symbolique. Mais en fait, c'est même pas 1 euro symbolique, c'est 50 centimes. C'est déjà rien que ça. Bref, les banquiers donc ont pris le contrôle de l'Europe, tout simplement. Témoin, la mise en faillite de la Banca Popolare di Vicenza et de la Veneto Banca. Donc l'historique sur la revue de presse. Ce vendredi à 17h, pourquoi à 17h? Oui, même le chat s'en plaint, oui. À 17h, afin que personne ne puisse réagir. Pourquoi à 17h? Parce que, pour le principe, moi je rappelle que le général de Gaulle avait lui aussi nationalisé les banques un vendredi à 17h par une loi votée à l'Assemblée afin que les banquiers ne puissent pas réagir. Mais là, on frise la mascarade, puisque Pier Carlo Padoan, ministre des Finances italien, a passé un texte ce dimanche pour que le peuple italien se retrouve avec l'intégralité des 17 milliards d'euros de déficit de ces deux banques pourries à payer de leur poche. Voilà. Et quand je dis italien, nous, on va payer aussi. Mais bien sûr, on va y payer. Autant pour le fameux mécanisme déjà de résolution. Tu te souviens, ils nous ont pris la tête avec les TRTO, les ERTF, les X, Y, Z, enfin tout ça pour que les gens n'y comprennent rien. Mais en fait, tout ça, c'est des acronymes pour vous dire simplement qu'ils vont vous vider votre porte-monnaie, tout simplement. Le Wall Street Journal écrit « L'Italie is prepared to spend billions », alors billions c'est milliards, « to shut down 2 banks. Government would assume costly responsibility ». Donc costly c'est cher, responsibility, voilà, pour liquider le porte-monnaie toxique des banques. Voilà. Donc les Italiens vont payer l'escroquerie des dirigeants des deux banques en faillite. 17 milliards. Attends, c'est le budget du ministère de la Défense, de tous les militaires, des gendarmes, des marins, des pilotes, de l'armée de l'air italienne. C'est tout le ministère de la Défense, c'est dingue. Et on voit bien à quel point la Grèce a servi d'expérience, de test, comme avec Chypre, pour voir comment petit à petit ils allaient placer leur pion. Donc ça se joue très bien. Ce qui est encore plus fou, c'est que, et ça, les journalistes vous en parlent pas, toute autre entreprise qui fait faillite, alors je sais pas, on va dire Alstom, on va dire les grandes entreprises là en Lorraine, etc., à coût de 5000 personnes jetées dehors parce que l'entreprise a fait faillite. C'est curieux, là l'État n'intervient pas pour sauver, jamais. Voilà, on vous dit non, surtout pas, non, surtout pas, c'est les lois européennes. Mais en revanche, pour nationaliser les banques, pas de problème. Ils ont vraiment aucun problème. Voilà, en juste quelques semaines, on a vu 5 banques européennes tomber. Et encore, peut-être qu'il m'en manque une. Une espagnole, 2 italiennes et 2 saint-mariniennes. À part ça, tout va bien.
Voilà, tout va bien. Pax, hein, la paix règne sur la terre. Aidez-nous, Et surtout luminaire. Voilà, il faudrait que tu fasses une prière à Saint-Pierre, justement, puisque profites-en, il est là. Et BFM-VC, bien entendu, Tout va bien. n'en a pas soufflé mot. Hein, Madame la marquise. L'esprit ne souffle pas sur BFM. Non, Excellent. passe à côté. Voilà, il passe à côté. Alors là, c'est pour le coup, c'est nos amis de Zero Hedge qui disent Italy may have just killed any hope. Alors hope, c'est l'espoir. L'union bancaire européenne quand elle a sauvé ces deux banques. Et les nouvelles régulations bancaires européennes ne sont rien de plus qu'une mascarade. Voilà ce que dit Zero Hedge. C'est ce qu'a écrit aussi le Wall Street Journal entre les lignes et d'autres. Merci voilà. l'Europe. Merci l'Europe, merci les banquiers, hein, voilà. Merci Mario Draghi. Merci Fuck you. Macron. Hein, voilà. On n'a jamais vu un pape dire pardon, j'ai été très vulgaire. Hein, pardonnez, mes enfants, pardonnez-moi. Pardonnez-vous. Pardonnez-moi. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que ce que j'avais exposé jeudi, c'est passé le jour d'après. Tu vois, c'est à 17h, le mec, il ferme. Ouais, C'est ouais, terminé. logique. Donc, chers lecteurs, chers spectateurs, votre mise en esclavage n'est plus très loin maintenant. C'est une question de semaine. Parce que s'il y a autant de banques italiennes qui tombent, autant de banques espagnoles qui tombent, moi, j'aimerais pas être dans les comptes des banques françaises. Parce que les banques françaises, elles sont pas mieux que ça. Hein. Un exemple, la banque postale. Avant, la banque postale, vous mettiez les chèques dans une enveloppe T. Hein, T, on n'a pas besoin d'affranchir, et il y a l'adresse dessus. Maintenant, c'est terminé. La banque postale a supprimé. Maintenant, vous mettez ça dans une enveloppe, vous mettez le timbre vous-même et vous l'envoyez. Et si ça arrive, vous avez du bol. Hein, parce qu'ils ont aussi privatisé la poste, hein, en grande partie. Voilà. Bref, les banques ont volé la démocratie comme elles ont volé les élections françaises. Merci à BFM Drahi et BVA Sondage. Et donc, merci Saint Emmanuel Macron qui a fait un grand miracle aussi, puisqu'il s'est fait élire président de la République. Hein. Bah oui, il faut dire ce qui est. Justement, alors ça, c'est une nouvelle pour toi, parce que là, tu vas apprécier forcément. Hein, puisque avec toutes ces montagnes de planches à billets, qui a créé, comme vous le savez, les taux négatifs, hein, un non-sens. Hein, c'est comme si on vous disait une non-couleur. Hein. On connaît le blanc et on connaît le noir, le vert, le rouge, etc. Mais la non-couleur, on ne connaît pas. Bah là, les taux négatifs, c'est une non-couleur. Ça n'existe pas et pourtant, ça existe. Ouais, c'est donc lié avec le Libor. À tous les lecteurs qui ont un prêt en cours, une banque condamnée pour refus d'appliquer le taux négatif Libor BCE. Combien de fois on en a parlé? Alors, valeur actuelle. Ouais. Hein, a révélé dans son dernier numéro qu'une banque a été vigoureusement condamnée par la cour d'appel de Colmar pour avoir refusé en mars 2015 d'appliquer les taux négatifs du Libor à des clients, alors que sur le contrat signé par les parties, il est clairement stipulé que le prêt est soumis à un taux variable basé sur le taux du Libor. Et comme vous le savez, les taux sont passés en négatif. Mais évidemment, la banque a refusé. Saint-Libor, priez pour nous. Évidemment, la banque a refusé de payer le client comme le contrat l'y oblige. Ouais. Donc, comme tu l'as souvent expliqué, personne n'avait jamais imaginé que, quand on dit personne, banquier, avocat, financier, magistrat, qu'un jour le monde basculerait dans les taux négatifs, totalement absurde, un non-sens en elle-même, une contre-nature par définition, c'est tout à fait le mot. Couleur. Parce que les banques centrales impriment des trilliards chaque jour pour empêcher la chute de Wall Street. La banque a été condamnée à verser 2000 € par client. C'est pas cher, hein. Franchement, c'est pas cher. Voilà. Mais voilà, il faut le dire à nos spectateurs. Voilà, vous avez un emprunt immobilier en cours. Allez-y, portez plainte parce qu'ils sont obligés d'appliquer le taux du Libor qui était taux négatif. S'ils l'ont baqué, vous avez 2000 € à récupérer. Voilà, cadeau. Hein. Faites-le, c'est très important. Hein. Attends, le Libor, on en a parlé déjà depuis 2010-2011. Hein, je disais que c'est un vrai scandale parce que la France. Tous les pays ont porté plainte contre tous les banquiers là, qui ont bidonné le Libor, sauf la France. Extraordinaire, non? Donc, du moins, félicitations à la CIA qui a bien maîtrisé la chose. Les banques américaines ne sont pas inquiétées en France. Elles peuvent voler les gens autant qu'elles veulent. La Barclays aussi, d'ailleurs, on a déjà maints exemples. Alors, tiens, puisqu'on est c'est la semaine de la faillite. Hein, c'est la semaine des soldes. On solde les banques. Juste avant les vacances. Voilà, donc le système bancaire espagnol a enregistré lui aussi une nouvelle banque qui s'est noyée dans sa propre faillite, la Liberbank. La raison, les gens ont peur et retirent leurs billets ou vendent. Du coup, l'action de la Liberbank s'est effondrée. Il faut dire que son taux de non-remboursement a dépassé non pas les 5%, mais les 13%. Rappel de 2007-2008, les banques américaines, avec seulement 3% d'impayés, c'est-à-dire d'emprunts non remboursés, 3% de gens qui n'ont pas remboursé, boum, elles ont plongé, les suprêmes. Alors vous imaginez la Liberbank avec 13% de gens qui ne remboursent pas leurs prêts, non mais c'est énorme, c'est absolument énorme. Donc elle est mourue, paix à son âme.
comme le disent les menteurs officiels, on observe en ce moment une reprise. Eh oui, c'est vrai, tu la sens la reprise? Ah. Hein, ça se voit. Hein, Elle est dure la reprise. Ah oui, moi aussi j'ai vu ça avec mes lecteurs là, grâce. Ils m'en ont parlé, c'est formidable ce qu'il y a comme reprise. Hein. C'est un parfum de reprise justement. C'est surtout une reprise des faillites bancaires, mais chut, 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 il ne faut pas en parler. Hein. BFM-VC ne vous en parlera pas. Hein. C'est interdit, c'est un sujet interdit. Donc faites très attention à vos sous, mettez ça dans l'or, dans un studio, louez-le, achetez un terrain, n'importe quoi, mais transformez-le. Et d'ailleurs, j'ai tweeté l'information, je pense que tu l'as vu, l'or, c'est celui qui a le plus, qui a permis aux gens de sauver encore leurs billes, encore l'année dernière. Hein. C'est celui qui a le mieux résisté à toute cette mascarade de monnaie de singe, etc. Vous le retrouverez sur mon fil Twitter. Abonnez-vous à mon fil Twitter avant qu'il me censure là aussi. Et tiens, à propos de censure, Facebook m'a envoyé un mail officiel en disant « On vous a rétabli votre compte Facebook ». Ok, sauf que il me demande de reconnaître 3 personnes sur 5000 que j'ai pas vues depuis 2 ans, hein, donc des abonnés qui me suivent, hein, ou des voilà. Et donc par définition, je peux pas reconnaître. Non, en plus, j'ai même pas la photo des gens. Attends, c'est énorme. J'ai la photo de leur chat, de leur chien. C'est vraiment Facebook France, enfoiré de censeurs, c'est incroyable. Ensuite, une autre banque espagnole, à toi, mon cher Laurent. Hein, voilà, ça me rappelle un roman espagnol, hein, tu sais, en fait, ça me fait penser à ça, tu sais, nous on est là, on pourfend les banques, hein, et c'est du vent, tu sais, c'est des moulins à planche à billets. Ouais, tu veux dire si tu vois ce que je veux dire. Le conte de Don Quichotte. La panique qui a saisi tout le gouvernement espagnol et le comité exécutif de la BCE les a poussés à trancher le nœud gordien. La Banco Popular a été vendue en l'espace de 5 minutes pour €1 symbolique à la Banco Santander, elle-même en faillite. Ouais, donc une banque en faillite qui rachète une autre banque en faillite, c'est magnifique. C'est une banque qui se porte très bien. C'est ce qu'il faut en conclure. Hein, donc tout va bien. On peut se marrer. Si vous avez un compte à la Banque Santander, à votre place, je serais prudent quand même. Hein. L'action de la Popular est tombée à 32 centimes. Une chute similaire à celle de l'action de la Montepaschi. Avant les vautours américains de BlackRock, ils se sont retirés en catastrophe de la banque, tout comme le CIC Crédit Mutuel. La technique appliquée ici est la même que celle pour les banques régionales américaines en faillite. La banque d'en face, qui est encore debout, prend son contrôle. Ici, une banque moyennement en faillite a ingéré une banque en totale faillite. Mais j'aime bien parce qu'il y a différentes graduations. Ouais, dans la faillite, ouais. Il te reste combien? 1 euro et toi 30 centimes. Okay. Et du coup, la Santander cherche désespérément, donc celle qui a racheté, hein, cherche désespérément 7 milliards d'euros. Pour se recapitaliser. Les mecs, ils sont là au feu rouge, tu sais. T'as pas 7 milliards. Pour se recapitaliser. Je veux rentrer chez moi. Je veux recapitaliser ma banque, tu vois. Donc, ça te rappelle, Saint-Pierre, que l'année 2008, toutes les banques cherchaient des milliards en même temps pour se capitaliser, donc toujours le même effet. C'est en effet la super reprise, hein, comme l'explique le clown Dozo sur BFM Menteur. Le clown Bozo, ouais. On va le voir à l'écran, le clown Bozo, il existe. Hein. Et ce n'est pas fini, puisque selon François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, qui ne sert plus à rien. D'ailleurs, la Banque de France est en train de vendre toutes les banques de France en France, par définition. Non, mais je veux dire, tous ces superbes hôtels particuliers, c'est magnifique. Hein, tu vas dans les petites villes, tu sais, c'est là où ils gardaient l'or à l'époque. Hein. Voilà, tout ça est en vente. Donc, si vous voulez acheter la Banque de France, voilà, vous pouvez, pour certains d'entre nos lecteurs, vous pouvez vous offrir une banque. Alors, l'avantage d'acheter une Banque de France en vente, c'est que vous avez les coffres en bas, dans la cave. Eh ouais, attention. Là, vous avez, tout est blindé, tout est prêt. Il n'y a pas de problème de sécurité. Il n'y a plus qu'à. Vous vous installez, nickel. Les problèmes des secteurs bancaires en Italie et au Portugal, bien que traitables, entre guillemets, doivent être traités vite, bien, définitivement. Vous voyez, même Villeroy de Gallo commence à flipper. L'un de nos lecteurs espagnols, M. Pablo González, nous a écrit « Catastrophé, un acte de décès ». Je cite. Je vis en Espagne. Je vous écris parce qu'hier, la Banco Santander a acheté la Banco Popular à 1 euro. Ça les a choqués, non mais... Alors, les lecteurs, ça les a choqués. Alors, pour nous, c'est comme si on apprenait que la caisse d'épargne a été vendue pour 1 euro à la BNP. Vous voyez un peu le tableau, quoi. Voilà, donc c'est le Lavanguardia et El País qui en parlaient. Oui, parce que les informations qu'on donne, moi j'ai énormément de lecteurs. Conspirationnistes. Conspirationnistes. Non, mais ils me disent, mais en fait... Avant, ils avaient du mal. C'est-à-dire pourquoi les médias officiels n'en parlent pas
Et pourquoi vous en parlez? Et en fait, c'est vous qui avez raison, puisque maintenant, ils vous censurent. Et en fait, c'est grâce à la censure qui s'est abattue sur moi, sur la revue de presse, etc. Du coup, ils ont validé. Là, ils se sont dit, bon, là, c'est grave. Toutes les banques en faillite viennent confirmer, en fait, tout ce qu'on énonce, nous, depuis... On était en avance sur notre temps, mon cher Laurent. De toute façon, c'est encore une fois, c'est là où on constate qu'on ne peut pas être complotiste de toute façon, puisque c'est une revue de presse. Ce n'est que des articles qui sont vérifiables, qui apparaissent dans les presses mainstream, dans le domaine international. Donc tout est sourcé. Absolument, vous pouvez tout vérifier. Voilà. Alors, autre faillite. Oui, Saint-Luminaire. Votre sainteté. Saint-Luminaire. Saint-Luminaire, votre sainteté. Alors, refaillite de la banque Montepaschi. Alors, parce que la Montepaschi a fait... Enfin, elle est constamment en faillite. C'est le deuxième acte, alors. Oh non, là, on est au moins cinquième. Le drame va bientôt... C'est ça. La Montepaschi qui a officiellement presque 50 milliards d'euros d'emprunts toxiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne sont pas remboursés par les gens. Voilà. Elle cherche, elle aussi, quelques milliards 7 et de préférence 15, et plus si affinité, pour se recapitaliser. Le problème, c'est qu'en fait, Rome, le gouvernement italien est extrêmement embêté, parce qu'avec toutes les banques italiennes qui font faillite, les mecs, ils sont en train de prendre l'argent du peuple pour sauver les banquiers. Et là, ils ont dit, bon, on va sauver à nouveau la Montepaschi, mais on va virer 5000 autres personnes. Donc c'est autant de licenciements. Les règles européennes rappellent la commissaire Margaret Vestager, autorisent que l'État injecte de l'argent à condition que la banque soit profitable à long terme. D'accord. Je peux vous dire que la Montepaschi, c'est pas pour demain, ou alors dans l'autre monde. Mais je les attends. Moi, Pierre II, voilà. Les dirigeants de la Montepaschi, je les attends, et en particulier les meurtriers de David Rossi. Voilà, pour les lecteurs qui n'ont pas vu le reportage. Parce que c'est la seule banque qui a assassiné son directeur de communication au sein même de la banque. Faut le faire. Et c'est la plus ancienne banque du monde. Quel symbole. Quel symbole, c'est quand même énorme. La plus vieille banque du monde, les mecs, ils tuent l'un des leurs. Et il le jette par la fenêtre et il retrouve sa montre et il balance sa montre derrière, tu vois. 20 minutes plus tard, c'était l'heure, voilà. C'est énorme. Non mais c'est absolument énorme. Bon bref, voilà, donc ça c'est pour la Montepaschi. Avant d'arriver à Bernard Arnault, paix sur Bernard Arnault. Ouais. Bénédiction à Bernard Arnault. J'ai visité son musée à Neuilly. C'est très très bien. Sauf que Bernard Arnault, franchement, l'expo que vous mettez là, c'est vraiment désespérant. C'est un espèce d'art africain avec des masques fabriqués avec des casseroles et des râpes à fromage. Je te jure, c'est vrai. Mais c'est vrai. Ils ont fait des masques africains avec des râpes à fromage. Bernard Arnault, franchement, votre musée, il mérite mieux. Non, sérieux. Parce que franchement, votre musée, c'est un chef-d'œuvre architectural, mais vu ce que vous mettez dedans, à la limite, vous avez plus vite fait de tout vider, et juste de visiter le musée vide. Ça serait joli. Plus sympa et plus joli. Avant que tu donnes l'information de Bernard Arnault, c'est très important, en tant que Pierre II, Amen, pardon. Je tiens à revenir sur un sujet qui me tient à cœur en tant que pape Pierre II. Je vous en ai parlé il y a un an. Mon cher Laurent, tu es bien informé puisqu'on a bien déliré sur le sujet. Qui veut racheter la Banco Pubelo Novo? Alors la Banco Pubelo Novo, c'est quoi? C'est l'ancienne Banque du Saint-Esprit. Ah, c'est elle. Oui, c'est la fameuse banque du Saint-Esprit portugaise qui a fait faillite, je le rappelle. Donc, ils ont pris tous les trucs toxiques et ils ont mis ça dans une autre banque qui s'appelle Banco Pubelo Novo, ou Banco Novo, bref. Et qui va racheter la Banco Pubelo qui elle-même est en faillite? Normal, puisqu'elle a que du toxique. Non, mais les mecs, ils sont fous alliés, quoi. Qui va racheter? Écoutez bien, c'est exactement ce qu'on dit depuis des années. Lone Star. C'est comme dans Lucky Luke, Lone Star. Un hedge fund américain qui tourne à la planche à billets de la Fed et qui a proposé juste quelques centimes pour prendre le contrôle de la Novobank. Autrement dit, vous avez une autre banque qui est vendue pour quelques centimes, pour la planche à billets, PQ. Tu te souviens, le PQ, voilà. Et elle en a pris le contrôle. L'offre des Américains a été acceptée. Oups. Non, je ne peux pas faire ça. Sur un luminaire, c'est pas possible. Non, sur un luminaire, c'est pas possible. Donc, c'est le vautour américain, Condor.
Ouais, c'est pas le BlackRock pour une fois. Il faudrait qu'on décerne un prix Condor aux banquiers, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Lone Star, voilà. Donc les unes après les autres, les banques européennes tombent entre les mains des Américains. C'est ça qu'il faut voir quand même. Qui n'ont aucun problème pour acheter avec les milliards de leur planche à billets. Ouais. Voilà. Et ça, c'était dans le Figaro. C'était pas chez Conspirationist Magazine. Je tiens à le Ce qui préciser. est étonnant, c'est qu'ils reprennent une banque où il n'y a que mais ils rachètent des actes pourris dedans. Quoi. Voilà, ils rachètent parfois pour 10 centimes pour 1000 euros. Mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en vous faire avez 10 000 euros de toxiques, on vous donne 10 euros. Allez. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en faire, puisque ça reste toxique, les produits? Parce que là, ils vont chercher. C'est pour ça qu'ils font voter les lois pour saisir les maisons à toute vitesse en 6 mois. Et la Grèce vient de voter cette loi. Ça y est. Avant, en Grèce, les autorités ne pouvaient pas saisir la résidence principale des gens. Ils ne pouvaient pas les mettre à la rue. Et cette ordure d'extrême gauche, pote de Mélenchon, a fait voter, Tsipras a fait voter une loi pour mettre à la rue les Grecs, afin que la banque ou tout autre, comme par exemple Lone Star, puisse récupérer le bien immobilier. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'ils font ça. Tout est organisé, tu le sais bien, Laurent. On a suffisamment traité ça ensemble. Voilà. Donc c'est quand même, en tant que Pierre II, je vous le dis, c'est quand même un comble que la banque du Saint-Esprit ait été rachetée par la planche à billets du fameux 666 de Saint-Jean. C'est quand même énorme. Mais on voit bien que ça tient. Oui, c'est vraiment... petit à petit. Tout à petit, voilà, ils prennent le contrôle, ils mettent les gens en esclavage. Voilà. J'ai deux autres banques en faillite, donc ça nous en fait 5 ou 6 là, déjà. Là, on en est 5 ou 6. Voilà. Alors, je vous épargne tout ça. Je vais vous le résumer très brièvement. Un marin qui est en panne de liquidité, c'est en effet un grave souci. Vous imaginez Saint-Pierre sans son bateau, sans sa barque et sans l'océan, sans liquidité. Il est nul, mec, ça marche pas. Voilà. Eh bien, figurez-vous que c'est le cas de San Marino, que vous connaissez tous. La Sérénissime, c'est comme ça qu'on l'appelle, comme Venise. Un pays timbre-poste, donc comme le Vatican. C'est vrai, Kiki. 60 km² avec 33 000 habitants exilés fiscaux, majoritairement italiens, et quelques migrants qui essaient de violer ce qu'ils peuvent et au mieux, de se retrouver avec des banques à sec. San Marin, une ville, un pays qui s'appelle San Marin qui se retrouve à sec. C'est énorme. Alors, je vous le fais simple. L'AFP et la presse italienne, quand même, ont rapporté que le pays est mal barré. Parce qu'ils n'ont plus d'exilés fiscaux, ils ont 2 milliards de prêts pourris, de toxiques sur un ensemble de 5 milliards. Autrement dit, leur système bancaire est mouru. Voilà, ils sont morts. Le pays se trouve en forte crise en termes de revenus, de patrimoine et de liquidité. Et la Cassa di Risparmio devra être recapitalisée. C'est marrant, le verbe recapitaliser revient souvent sur la table. La Cassa de la Risparmio, je vous résume, est cassée. Voilà. Encore une banque à faillite. Mais ce que l'AFP ne vous dit pas, et que moi, Pierre II, je vous donne, c'est qu'il y a une autre banque, Saint-Marin, qui est mourue. La Asset Banca a été liquidée. Elle a fait reset. Voilà, reset. Mouru. Remise à zéro, mouru. Voilà, liquidité, voilà. Par manque d'assets, justement. Voilà ce que... Alors, je vous traduis l'article de l'italien, très brièvement. Le bureau de la liquidation du gouvernement de San Marin a justifié la liquidation de la Asset Banca en raison d'une gravité extrême, a dit le secrétaire Celli. Donc, ils ont prêté des millions à des gens, cette chose, ils les connaissaient. Et surtout, les banquiers de San Marin se sont prêtés à eux-mêmes des millions. Ça te rappelle la banque Ikea, tu sais, où les mecs, c'est le prêt que vous montez tout seul. C'est-à-dire que vous allez à la banque et ensuite vous vous prêtez l'argent vous-même. C'était en Angleterre, ça C'était en Islande. Islande. Les mecs, deux jours avant la faillite, ils savaient qu'ils allaient faire faillite. Et donc, ils se sont prêtés. Il y en a un qui s'est mis tiens, je vais prendre 2 millions pour ma cuisine. L'autre, il a pris 10 millions pour acheter des Jaguars. L'autre, 50 millions, etc. Voilà, c'est la banque Ikea. Et la remake de la banque Ikea à San Marino. Voilà. Dans ce paradis fiscal italien. C'est le Monaco italien. Donc bonjour à tous nos lecteurs de Grasse, de Nice, etc., qui vont régulièrement en Italie. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Ils vont en Italie parce que c'est moins cher. Ils vont faire leurs courses là-bas et tout. Si vous ne nous croyez pas, eh bien vous avez le lien sur Libertas San Marino. Ça ne s'invente pas, ça. Libérer Saint-Marin. Voilà, libérer Saint-Marin. Eh bien écoutez, nos bénédictions à tous les exilés fiscaux de Saint-Marin et paix à l'âme de leur banque. Bah oui, c'est comme ça quand on fonctionne. Quand les banquiers se payent 200 millions par an,
Bah, c'est sûr que c'est l'argent qui venait du compte, il est pas venu du ciel, hein. Lol. À moins que notre Saint-Pierre fasse des miracles, je ne sais. Saint-Pierre va faire des miracles. On va essayer, hein. Je vais essayer de faire un miracle à la fin avec nos lecteurs. On va voir si ça fonctionne. On attend que nos lecteurs nous le confirment. Alors justement, on a parlé de Bernard Arnault tout à l'heure. Hein, donc tu as. Alors, c'est une info importante parce que c'est Ouais, voilà, tu me donneras le passage ça- en anglais. ça Je met pense en- que je l'ai traduit d'ailleurs. Oui, apparemment. Ça met vraiment en perspective ce que ces grands de France, hein, au niveau de leur porte-monnaie, savent réellement ce qui se passe, eux. Hein. Et de temps en temps, ils nous lâchent des petites perles comme ça arrive. Donc Bernard Arnault, tout comme François Pinault, rare richissime homme sur cette terre à être aussi des mécènes des arts à la manière des Borgia ou des papes, a fait une déclaration qui, pour une fois, ne concernait pas son musée de Neuilly, dont tu as parlé tout à l'heure, ou l'une des marques de grand luxe de son groupe LVMH. Pour une fois, il a parlé de finances, et vu sa position, Oui, très important. c'est un homme à écouter, bien évidemment, avec de préférence 4 oreilles. Voilà, donc moi, là j'ai les 2 oreilles de mon chat, ça en fait 4. Avec les tiens, ça en fait six. Causant dans le poste, alors c'est étonnant, parce que c'est pas en France que ça, il va pas Ah, parler de bah ça. non. Il en a CNBC. parlé à la CNBC, je cite, « En ce qui concerne le climat économique, la situation actuelle à moyenne échéance est tout simplement effrayante. Je ne pense pas qu'on sera capable globalement d'éviter une crise lorsque je vois les taux d'intérêt aussi bas, lorsque je vois tous ces montants colossaux d'argent être déversés sur le monde. Quand je vois les cours des actions bien trop hauts, je pense qu'une bulle est en formation et qu'un jour, elle va exploser. » Eh bien, bien évidemment. Il est très diplomate, hein, Bernard Arnault. Il n'a jamais prononcé planche à billets, ou monnaie de singe, ou QE. Assouplissement monétaire. Même tout ça. Assouplissement céleste. Il dit juste qu'il n'a jamais vu une telle quantité d'argent gratuit être déversé sur le monde. Mais pour qui sait lire entre les lignes, bien évidemment, comme vous, chers internautes, eh bien, le message est limpide. Hein, voilà. Donc, PS, post-scriptum, sachez que les banques centrales possèdent maintenant un tiers du marché mondial dit bons du trésor qui se monte à 54 trilliards de dollars ou 54 000 milliards. La planche à billets continue à recouvrir le monde. Tant et si bien que le patron de la Bundesbank, Jens Weidmann, a fait encore un scandale à Francfort, devenant un ennemi personnel de la politique monétaire de Mario Draghi, qu'il considère insensé. Lire ici Die White et Focus pour... merci à notre lecteur Sacha. Donc ça, c'est déjà intéressant que le patron de la Bundesbank soit réaliste et qu'il soit patron. C'est quand même assez étonnant. Deuxième post-scriptum. L'Argentine, qui a fait défaut sur sa dette au moins 10 fois, ou 150 ans, a réussi à lancer un nouveau bon du trésor. Incroyable mais vrai, oui, mais sur 100 ans. Oui, c'est un bon, c'est un BOND. Ça va faire un grand saut, je pense. Voilà, auto, resté assis de 7,9%. Voilà, les parents boivent, les enfants trinquent, c'est ce que ça sous-entend. Les enfants payent surtout. Voilà, oui. Les enfants, oui, ils trinquent. Non, mais C'est ça, oui. Donc merci à Monsieur Miranda. Oui, merci à M. Miranda. Donc, voilà, l'Argentine fait le prêt Jeanne d'Arc à 100 ans. C'est incroyable. Pourquoi pas à 200 ans? Non, mais oui. Non, mais pourquoi on ne ferait pas ça pour la Grèce? Nous enchaîner. C'est intéressant. Vous signez en bas de la page, être esclave pour 200 ans, Saint-Luminaire, est-ce que c'est bon? On peut signer en bas de la page? Mais oui, mais c'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on massacre les Grecs chaque jour depuis maintenant quasiment 10 ans. Et la Belgique fait des emprunts à 100 ans. L'Argentine fait des emprunts à 100 ans. Je crois que la France a fait un emprunt à 80 ans ou un truc comme ça. Je crois qu'on l'avait donné ensemble. Bref, il y a encore un ou deux autres pays qui ont fait des emprunts à 100 ans. Mais pourquoi est-ce que la Grèce ne peut pas faire un emprunt à 100 ans? Pourquoi la Banque Centrale Européenne Parce que justement, et c'est très intéressant, et c'est là où mon interview avec Michael Oliakos, c'est ce qu'il m'a dit, et ça m'est vraiment resté. Ils me disent, l'Amérique attend et elle veut détruire l'Union Européenne au moment où elle en aura le besoin. Oui. Voilà, et la Grèce est le maillon faible. Parce que ça ne va pas être très compliqué. C'est aussi l'emblème, c'est l'Europe, tout ce qui repose. Non mais la Grèce pourrait dire, voilà, nous on fait un bon du trésor sur 200 ans. Voilà. Et les seuls qui peuvent souscrire à ce bon du trésor sur 200 ans, c'est la Belgique, les États-Unis, le Japon, etc. Que des pays. Et on rembourse les autres pays sur 200 ans. Et la situation de la Grèce pourrait être sauvée. Pas du tout. Pas du tout. La preuve, c'est que même l'Argentine peut faire un prêt à 100 ans et pas la Grèce. Donc il y a bien une volonté de la destruction de la Grèce et derrière ça, la destruction des Européens.
et en particulier de la France. N'oublie pas, c'est une information que j'avais donnée avec toi très peu de temps avant que la radio ici et maintenant décide de tout arrêter, etc. C'est que à l'époque, le ministre allemand a dit « Je veux que les Français entendent les cris de souffrance des Grecs ». Pour rester dans la ligne, pour obéir à la Bundesbank et surtout, bien entendu, à la Banque Centrale Européenne. Voilà. Donc, je tiens à préciser que c'est une situation absolument scandaleuse. Et ils iront tous brûler en enfer. C'est ma volonté. Dieu reconnaîtra les siens. Exactement. Voilà. Nous allons faire une pause. Alléluia. Nous allons vous passer... Vous allez voir une pause de le Gloria j'allais dire de Vivendi. De Vivaldi. C'est la lumière lui crame la tête. Là. Le Gloria de Vivendi. Ah non, trop fort. Le Gloria de Vivaldi Deus in excelsis de Gloria in excelsis Deo. Mon Dieu, je vais y arriver. Pardonnez-moi. Flexible glue, rubber cement by Talons for sticking and correcting. Et nous voici donc pour cette deuxième partie de cette revue de presse internationale avec Pierre Jovanovic et notre invité, moi-même, Laurent Fent. Avec Pierre Jovanovic, aujourd'hui Pierre, la sainteté Pierre II, le saint luminaire. Le pape Pierre II. qui vous donne ses bénédictions, notamment vis-à-vis des pauvres, parce que, figurez-vous, que la France ne s'enrichit que d'une chose, de pauvres. C'est un pays très catholique, finalement. On n'a que ça, des pauvres. Savoir souffrir. Dommage, car on devrait les rentrer dans le PIB. Le journaliste de RTL dénonce le fait que la CAF n'est plus capable de répondre au téléphone. Et au passage, vous apprenez quelque chose de purement scandaleux, je cite. En 2016, ce sont près de 700 000 personnes supplémentaires qui ont été enregistrées sur l'ensemble du territoire, soit un bon record de 6,2% selon un bilan dévoilé mardi 20 juin par la CAF. En tout, 12 500 000 Français sont allocataires, touchent au moins une prestation de la branche famille de la sécurité sociale, ce qui représente 32 millions de personnes couvertes, soit un Français sur deux. C'est dingue. Voilà, donc un Français sur deux vit des subsides de l'État. Totalement fou. Et l'an passé, on a eu 0,7 million de pauvres en plus à payer. Question, comment la France va s'en sortir est un mystère total pour toi, nous dis-tu Pierre. Ah oui. Donc on lit l'article sur RTL.fr. Oui, alors c'est intéressant parce que la seule chose dont on s'enrichit, effectivement,
la France en ce moment, c'est des pauvres. Voilà, on a de plus en plus de pauvres. C'est complètement fou. Et alors, à propos du PIB, puisque tu en as parlé, l'un de nos lecteurs, allez sur quotidien.com, hein, vous allez retrouver tout ça, bien entendu. Notre lecteur Jean, il nous dit, on lit souvent que la France est endettée à hauteur de 100% de son PIB. C'est comme, il dit, c'est comme comparer des choux et des carottes. Il faut briser cette comparaison qui induit tout le monde en erreur. Voilà. Parce qu'en fait, il dit, la dette de l'État ne se calcule pas que sur les revenus de l'État, mais pas sur son PIB, pardon. Il dit, c'est quoi les revenus de l'État? Je suis en train de perdre ma calotte. Eh bien, 95% de ces revenus, c'est tout simplement ses recettes fiscales, c'est-à-dire 292 milliards d'euros en 2016. Donc vous avez un lien, c'est comptepublic.fr, etc., budget de l'État, vous avez le lien. Et en fait, lui, il dit, notre lecteur Jean, il dit, eh bien, la dette de l'État français, c'est 753%. 80% de ses revenus, c'est tout simplement ses recettes fiscales. Et donc, l'État français est endetté à 753% de ses revenus, puisque la dette est de 2200 milliards d'euros sur 292 milliards de revenus fiscaux annuels, soit 7 années et demie de la totalité des revenus de l'État. Voilà, 30% des revenus sur 25 ans. Voilà, c'est la dette de l'État français aujourd'hui. C'est absolument gigantesque. C'est surréaliste, quoi. On peut pas. Et l'État, non mais attends, il y a mieux que ça. La France ne rembourse que 10% chaque année. C'est le service de la dette. Et chaque année, l'État dépense plus qu'il ne gagne. Donc, l'État emprunte encore plus pour payer les remboursements, etc., etc. C'est comme si j'allais à la banque chaque année, nous dit-il, pour demander un prêt de 15 000 euros qui me servirait uniquement à rembourser le prêt de 375 000 euros. Ça ne va pas être possible longtemps. Mais si, en fait, techniquement, c'est ce que fait tout le système bancaire depuis 2007-2008. C'est une espèce de cavalerie à coups de planche à billets. C'est l'exemple que je donne très souvent. Vous jouez au Monopoly, on a tous joué au Monopoly, et à un moment donné, il n'y a plus d'argent en caisse. Eh bien, il y a un joueur qui, lui, a la planche à billets, et il imprime de l'argent, et il rachète tout le reste, et les autres ne peuvent rien faire. Voilà. C'est la triste réalité. Sauf que tout ceci est destiné à l'explosion totale. Peu importe l'endettement, de toute façon, on sait que les jeux sont faits. Ça, c'est clair, net et précis. Tiens, je vous donne 2 exemples. Regarde bien. Manurin. Tout le monde connaît Manurin. C'est les revolvers, les munitions, etc. La France ne fabrique plus ses armes, ni ses munitions. C'est la volonté de Bruxelles, et précisément de Washington, afin de désarmer le pays, lui ôter toute capacité de résistance, afin qu'il soit incapable de refabriquer quoi que ce soit pour se défendre. C'est un morceau de plus dans le puzzle européen que Bruxelles a réussi à poser de manière brillante. Mais ces 190 salariés vont en payer l'addition. Alors, je vous lis l'Alsace, Monsieur Materne nous a envoyé. Manurin en procédure de sauvegarde. Confronté à une baisse de 50% de son chiffre d'affaires, l'entreprise mulhousienne a annoncé une perte de 12 millions en 2016 et son placement en procédure de sauvegarde. Le Manurin risque de disparaître, donc il n'y aura plus de fabrique de munitions, etc. Et Manurin, c'est également un fabricant de... je pense que c'est le même, c'est un fabricant surtout de revolvers qui avait équipé la police nationale pendant très longtemps. Et vous avez vu que l'armée française, maintenant, on fabrique même plus nos propres mitrailleurs, fusils mitrailleurs, puisque maintenant, c'est des fusils allemands qui équipent les soldats que vous voyez dans les aéroports, les gares et dans la rue. Voilà. Et après Manurin, on a autre chose. Tiens, mon cher Laurent, c'est à toi de nous le donner. Là aussi, ça rejoint ce dont on avait parlé tous les deux il y a 4-5 ans. Je me souviens, j'avais fait une conférence à Lyon il y a 5 ans avec Soral, justement, sur les bouchers qui sont attaqués, qui sont volés. Les mecs braquent des boucheries, c'est complètement énorme. Et ben, regardez, voilà, on a une nouvelle intéressante. Les gens n'ont plus d'argent ni pour acheter de la viande, et ils n'achètent même plus de pain, de brioche, de croissants, et ainsi de suite. Voilà, c'est 10%, c'est tous ces pauvres dont on a parlé tout à l'heure, qui ne peuvent plus aller chez le boulanger. Et le boulanger, lui, il a 10-15% de son chiffre en moins, qui lui permettait de gagner un peu d'argent ou d'avoir la tête hors de l'eau. Vous allez voir ce que ça donne. Les boulangers au bord de la faillite, voilà, après les pharmacies qui tombent comme des mouches, voici le tour des boulangers. Selon Altares, dans le secteur agroalimentaire, 1/3 des sociétés placées en liquidation ou en redressement judiciaire au premier trimestre 2017 sont des boulangeries-pâtisseries, rien que ça. Ouais. Avec 367 entreprises touchées, ce chiffre est en hausse de 15% et au plus haut depuis 2013. Alors même que le nombre total de défaillances a baissé de 4% en France entre janvier et mars. Depuis 4 ans, près de 1200 boulangeries défaillent entre guillemets chaque année, sur un total de quelques 32 000 établissements en 2016. Je cite,
Il s'agit de structures essentiellement indépendantes de petite taille, dont près l'une sur deux est âgée de moins de 6 ans, analyse Thierry Millon, directeur des études chez Altares. Pourquoi maintenant et pas avant? Les hypermarchés existaient déjà. Oui. Et ce n'est pas pour autant que les boulangers se retrouvaient, sans On est mauvais d'accord. jeu de mots, dans le pétrin. Il faut avoir évidemment du côté des charges salariales qui ont tellement augmenté que ceux qui étaient tout juste à l'équilibre ont fini par couler. Lire ici donc des commentaires d'égalité et réconciliation avec vidéo. Merci à Eros. Voilà, donc toutes mes félicitations à François Hollande, au Parti Socialiste, à Aurélie Filippetti et surtout à Christian Eckert, hein, celui qui a dépouillé les Français et qui a été éliminé à la... Et franchement, je m'en félicite. En tant que Saint-Pierre, hein, successeur de Saint-Pierre sur le trône de Saint-Pierre, eh bien, monsieur Eckert, vous n'entrerez pas au paradis, je vous le garantis. Je vous en donne ma garantie personnelle. Je serai aux portes et je ne vous laisserai pas entrer. Vous pourrirez en enfer. Voilà. Ça, c'est pour Eckert, enfoiré. Non, mais c'est vrai. Alors, tiens, alors, puisqu'on parle des boulangeries et dans le pétrin, alors là, c'est intéressant, c'est la caisse d'épargne. Vous savez, celle qui vous empêche de retirer vos économies de votre compte. Eh bien, elle a été mise en examen, pour avoir fermé les yeux sur une grande escroquerie à la Ponzi. Tiens, elle a permis à 2 escrocs, ayant abusé 2 investisseurs en France, d'effectuer pour 13 millions d'euros de virements vers Hong Kong et Bali. Donc déjà, tu fais un virement à Bali, tu vois, de 200 millions, déjà ça pue. Enfin bon. Alors que leur société, Vive à la vie, alors c'est une société... C'est le gag, c'est aussi... c'est un gag, le mec, attends, Vive à la vie, Vive à la vie, bien sûr. Qui vire 200 millions à Bali, tu vois, déjà, c'est pas suspect. Ouais, non, enfoiré de caisse d'épargne. Alors, c'est une société de massage, tu ne crois pas? Tu as fait des massages. Mais ça sentait déjà Vive à la vie à Bali, tu te dis... Ouais, c'est ça. Donc, la société Vive à la vie n'avait pas pour objet la promotion immobilière, justement, à Bali ou à Hong Kong. Un peu comme si une auto-école encaissait soudain des chèques de plusieurs millions d'euros et les virait aussitôt aux Seychelles. Hein, c'est tout aussi logique. Oui, tout à fait. Hein, on passe son permis aux Seychelles, c'est connu. Et puis, toi, quand tu veux faire des virements trop importants, on veut te demander la cause, la raison, c'est ça. l'argent, etc. Attends, l'autre jour, j'étais à la banque. Je déteste aller à la banque. Attends, j'étais obligé de faire un virement, je sais pas quoi, de 2000 euros. La bonne femme, elle me l'a pris la tête. Elle a fait de copie 20 fois du document que j'avais signé. C'est pour qui, c'est pourquoi. Mais je lui ai dit, mais attendez, voilà, c'est marqué acte terroriste. Tu vois. Et pendant ce temps-là, les enfoirés, les mêmes enfoirés de la BNP qui se sont pris de je sais pas combien d'amendes, là, encore récemment. J'en ai parlé dans une revue de presse précédente. Cela a permis à la caisse d'épargne de se prendre des commissions au passage. Oui, bah oui, du Forex, hein, bien entendu. Donc elle était très très contente, la caisse d'épargne, enfoirée. C'était l'AFP qui a reporté ça et vous l'avez vu dans toute la presse. Merci à notre lecteur, Corsair. Alors tiens, à ce propos, je ne sais pas si tu as vu ça, il y a un truc génial, je crois que c'est la banque LCL. Alors, il y a un chargé de compte, j'adore les mecs qui s'appellent « je suis chargé de compte à la banque », le mec qui se sent plus, tu vois. Chargé de compte, il a détourné, alors je crois qu'il a pris 300 000 euros ou 400 000 euros à sa cliente, ou à son client, parce qu'elle était raciste, sa cliente. La bonne excuse. Ah bah oui. La bonne excuse. Non mais je sais pas si tu réalises. Elle était raciste, c'est tout ce qu'il a trouvé pour se défendre. Ça me fait penser à tous ces Zoulous là, qui draguent les femmes dans les rues, dans le train, et les femmes ne répondent pas. Et donc tout de suite, ils les insultent. Ouais, t'es raciste, c'est pour ça que tu me parles pas, quoi. Voilà, l'autre là, il vient de lui voler, je sais pas combien, 300 000 euros. Ouais, non, mais elle est raciste. La bonne excuse. Ouais. Alors, je suis sûr qu'il y aura des pleureuses qui vont venir les défendre. Et les syndicats de pleureuses là. Il y a toujours des pleureurs. Non, mais c'est dingue. Alors tiens, puisque je parlais de la BNP. Alors c'est l'ACPR. C'est le gendarme de la Banque de France. Si, ils ont un gendarme à la Banque de France. L'ACPR donc fait la police chez les banquiers et les assureurs. Si. Et elle vient de coller une amende de 10 millions d'euros à la BNP. 10 millions. 10 millions, rien que ça. Écoutez bien. Elle est accusée de trafic de blanchiment de capitaux. L'ACPR dit avoir constaté, je cite, « la faiblesse persistante ». Il y a un tableau de Dali comme ça, de Dali qui s'appelle, oui c'est aussi un Dali d'ailleurs, cette apparition persistante de Lénine sur un piano. Donc la faiblesse persistante des moyens humains consacrés au traitement des déclarations de soupçons et la faible efficacité des outils de détection des opérations atypiques. Ouais, sûr. Tiens, tu nous le relis parce que c'est beau. Hein. Ouais, là, vraiment, en fait, pour dire que c'est des enfoirés. Quoi. Que fait la police ? Que fait la police, quoi.
La CPR dit avoir constaté, je cite, la faiblesse persistante des moyens humains consacrés au traitement des déclarations de soupçons et la faible efficacité des outils de détection des opérations atypiques. C'est atypique, hein, c'est louche, c'est relou. C'est relou. Rappel, ce sont les chargés de compte de la même banque qui vous disent que vous ne pouvez pas retirer 4 000 € de votre compte pour des raisons de blanchiment. J'en parlais tout à l'heure. Bah oui, à l'instant même. Donc c'est Vosges Matin qui nous en parle. Merci à Monsieur Brio. Alors tiens, puisqu'on parle de la BNP, après la caisse d'épargne de la BNP, voici une autre amende, 41 millions de dollars, infligée par la Fed elle-même à la Deutsche Bank pour avoir blanchi de l'argent. Et oui, attends, je vais enlever ça parce que ça m'énerve. Pour avoir blanchi de l'argent, des virements suspects, voilà. Donc c'est la Deutsche Bank, là aussi, elle a fermé les yeux sur des gros virements parce qu'elle a pris des grosses commissions. Au passage, et c'était des virements qui allaient à Chypre, en Estonie et aux États-Unis, aux îles Vierges. Et donc, en clair, la Deutsche Bank a couvert une très grande magouille permettant à des spécialistes de sortir des dizaines de millions de roubles, en dollars, de roubles, de Russie sans éveiller l'attention des autorités russes. En fait, techniquement, c'est une forme de portage. Hein. On connaissait le portage des salariés, hein, certains d'entre vous sont dans ce cas-là. Là, c'est le portage des capitaux. Donc, c'est du portage où achats d'actions ne sont que le paravent d'une fuite de capitaux. Voilà, donc c'était sur Bloomberg. Et merci à notre lecteur Sacha. Aujourd'hui, on est dans une telle situation qu'on ne sait même pas comment ils font, quoi. C'est avec tous ces taux négatifs et ainsi de suite. Alors, il y a des gestionnaires de hedge funds quand même qui préfèrent rendre l'argent. Hein. On en est au moins au 5e. C'est pas vrai, ça arrive ? Si. Tu vas le donner à nos auditeurs, hein, c'est important. La situation sur les marchés est tellement folle, grâce aux trilliards de monnaies de singe déversées par les banques centrales, que les hedge funds, craignant un effondrement du jour au lendemain, préfèrent rendre l'argent aux clients plutôt que d'être obligés de leur expliquer qu'ils ont tout perdu. Le dernier en date est l'Australien Altair. Son manager Philip Parker, avec 30 années d'expérience, a rendu presque 800 millions de dollars à ses clients, leur expliquant que les marchés sont si bizarres et si volatiles qu'il ne souhaite pas prendre de risques aussi importants. Voilà, donc on a des gestionnaires de hedge funds qui rendent l'argent aux clients parce qu'ils préfèrent ça plutôt que de sauter par la fenêtre. C'est clair. Déjà, c'est faire preuve de courage que de faire ce genre Oui, de bien choses. sûr. Mais mais c'est faire preuve d'honnêteté, tout simplement. Oui, c'est un mot qu'ils ont oublié, les banquiers. Mais voilà. Les banquiers, ils ont oublié le mot honnêteté. Honnête, Ça n'existe plus. C'est paradoxal parce que la Suisse, la fortune de la Suisse, par exemple, l'industrie de la banque suisse, elle s'est faite parce qu'ils ont inventé l'honnêteté, justement. Il y a plein de livres des années 50, 60, même 70, où on parle de l'absolue honnêteté, même trop parfois, des banquiers suisses qui refusaient justement de rendre l'argent à tous ceux qui l'avaient mis pendant la guerre, par exemple. Bonjour pour le récupérer. Bon, ceci ne nous regarde pas. Mais les banques centrales déversent tellement de milliards en ce moment sur les banques, comme on l'a vu, ils tiennent. Hein, ils rajoutent du truc dans l'élastique, mais bon... Avec le petit bras musclé. Oui, c'est ça. Alors, tiens, là, on a une information. Les banques centrales des États de monnaie de singe réunis, EMS donc, ont désormais dans leur bilan 18 000 milliards. 18 000 milliards de fausses monnaies, soit 18 trilliards de bons du trésor de divers pays. Il y a tant de zéros qu'on s'y perd. Néanmoins, sachez que c'est tout le PIB des États-Unis, si je ne me trompe pas. Voilà. Les banques centrales possèdent un tiers des 54 trilliards de tous les... Oui, bons du trésor, de la dette de tous les pays du monde. C'est hallucinant. Je veux dire, toutes les banques auraient dû faire faillite en 2008, et maintenant, la grosse explosion qui va arriver après, ça va être la fameuse bulle dont on parlait tout à l'heure. Mais de celle-là, on ne s'en remettrait pas. Ça, je peux vous le garantir. Et aucun gouvernement ne s'en remettra, et certainement pas celui d'Emmanuel Macron. Tiens, on a des nouvelles de Grèce, de l'INSEE grec, justement. 370 000 citoyens grecs en âge de travailler n'ont pas travaillé une seule journée en 4 ans. En 4 ans. Alors c'est énorme parce que quand on sait que la population grecque est de 10 millions d'habitants, ce chiffre est tout simplement gigantesque. En 4 ans, pas une heure de travail. En 4 ans. C'est le résultat de 4 mémorandums, justement, mots cash-sexe, pour 4 plans d'austérité qui ont mis le pays à genoux. Voilà. Pour être encore plus précis sur le nombre total de chômeurs en Grèce, 70% d'entre eux n'ont pas travaillé au cours de l'année écoulée, donc l'année glissante, et 33,1% n'ont pas retrouvé du travail, même pas un seul travail, en 4 ans. C'est énorme.
Tout va bien en Grèce. Merci Bruxelles, merci Francfort. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Et alors, pour conclure, on a deux informations majeures. À toi l'honneur pour BFM, hein, parce qu'on ne peut pas... Je fais juste une parenthèse par rapport Oui. à la Grèce, quand on voit ce qu'est en train de faire Tsipras. Tsipras, on se rappelle, soutenu d'une manière très forte par Mélenchon à l'époque où il y a eu les élections présidentielles grecques, de voir comment Tsipras a baissé son froc, littéralement, et est rentré dans le jeu de T'es l'Europe. en Grèce, hein, en même temps. Salut, nos amis grecs. Ah, non, mais... Bon, c'est bon, voilà, c'est fun. On s'amuse, c'est léger. Donc c'est ça qui est totalement surréaliste. Et quand on voit Mélenchon qui se veut être le chantre... Qu'est-ce que j'ai rien dit là? Quand on voit Mélenchon qui se veut être le chancre des protections, du protectionnisme à la française, et qui pourtant veut rester dans l'Europe, c'est surréaliste. Donc voilà, c'était pour faire pour tous ceux qui croient encore en Mélenchon. Oui, on salue les supporters de Mélenchon via Monsieur Tsipras. Eux aussi, ils vont bientôt baisser leur froc, Ouais. ça c'est sûr. Donc le mensonge de BFM sur la reprise, démenti formel de la BCE, la crise continue. Alors oui, hein, donc mes chers lecteurs, nos chers lecteurs, BFM VC nous a encore expliqué pour la 8e fois en 9 ans que la reprise est bien là, si, hein, même dose qu'il a affirmé jeudi dernier, citant la Banque mondiale. Sauf que Mario Draghi a causé dans le poste lors Ouais. d'une grande réunion à Tallinn, ou Tallinn. Tallinn. Voilà, c'est en Estonie. Hein. Oui. Oui, il faut aller là-bas quand même, au moins pour annoncer que la reprise n'existe pas. Devant toute la presse économique européenne, donc Mario Draghi a confirmé qu'il n'y a aucune reprise. Zéro nada. Avec une preuve massive. Voilà. Les taux directeurs qui sont fixés par le directoire de la Banque Centrale Européenne. Voilà. Alors qu'a dit Mario Draghi dans la capitale de l'Estonie? Eh bien, il a tout simplement douché les optimistes. Je cite, « Le taux d'intérêt pour les opérations de refinancement ainsi que celui des facilités de prêt, oh, c'est bien dit, hein, et sur les dépôts resteront inchangés à respectivement 0,00%. » J'aime bien le 0,00. Ouais, si vous avez besoin. On pourrait Voilà. dire 0%. Bah oui, voilà, tout simplement. Non, on voit le banquier, il Ah veut ouais. très précis, 0,00. Ou alors à 0,25%, Ouais. et moins 0,40%. Ouais. En ce qui concerne la monnaie de singe, le QE, la BCE achètera sur les places financières pour 60 milliards d'actions pourries et d'obligations jusqu'en décembre 2017. Et oui, chers lecteurs, si la crise était finie, eh bien la BCE ne maintiendrait pas ses taux à 0% ou à taux négatif. Cela veut dire qu'il n'y a personne pour acheter sur les places financières et que la BCE se substitue au public qui est fauché, afin que Wall Street ne s'effondre pas. Tout simplement. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, la faillite de la Banco Popular, vendue pour 1 euro symbolique, mais si, On en parle à la tout à l'heure. Santander, tout à fait, elle-même en faillite, vous prouve que les choses se précipitent et surtout que personne n'est dupe. Non, mais là, on voit bien je veux dire, c'est moins 0,04%. Je veux dire, une banque centrale qui émet un taux négatif, c'est du délire. Là, on est dans le non-monde, dans le taux négatif. En fait, techniquement, ils sont en enfer. Ils sont en enfer. Oui. Ils vont rendre... Tu te souviens, on avait dit en 2008-2009, ils vont rendre tout l'argent. Eh bien, rendre tout l'argent, c'est ça, c'est les taux négatifs. Finalement, C'est bien vu. c'est bien vu. Ouais. Voilà. On est d'accord. Eh bien, justement, à propos de... Alors là, on s'adresse à nos lecteurs de Lille et de la région métropole européenne de Lille. Bénédiction sur vous de la part de Pierre II. Après un procès qui a duré et duré, donc la métropole européenne de Lille a été condamnée, donc je précise, ce sont les Lillois qui ont été condamnés, pas la banque, à payer 54 millions d'euros à la Royal Bank of Scotland, bang, qui lui avait collé des empreintes toxiques en 2007. Tu vois, on revient toujours à 2007, c'est incroyable. La Cour d'appel de Paris a estimé que Lille devait respecter le contrat, même si le contrat lui a vendu des produits bancaires pourris, toxiques, Incroyable. connus depuis 2008 comme étant l'une des plus Incroyable. grandes arnaques, escroqueries ouais. du siècle. Les magistrats ont eu à cœur de défendre le contrat plutôt que l'esprit
qui régit le contrat. Et ça, c'est tout à fait scandaleux. Et d'ailleurs, ça serait intéressant d'avoir l'opinion de nos lecteurs spectateurs, parce qu'on a pas mal d'avocats, de juges, magistrats, etc. Parce que là, il y a quand même un problème, c'est au-delà du problème juridique, c'est un problème philosophique. C'est incroyable, c'est incroyable. Et pour finir, on va s'adresser à tous nos lecteurs qui sont à la retraite ou qui vont bientôt l'être. Bénédiction papale sur vous. Saint Macron va prendre 200 millions aux vieux. Voilà. Il a décidé. Il l'avait dit. Hein. Il avait dit. Voilà. Il a décrété que si vous gagnez, si vous avez 1 200 € ou un peu plus de retraite, bah, vous êtes riche pour lui, pour le gouvernement Macron, et que vous allez participer à la CSA. Et donc j'ai fait un calcul. Grosso modo, ça vous fera 400 à peu près, hein, 380, entre 380 et 400 € en moins par an. Ouais. Ah, vous voyez, les taux négatifs, ça marche aussi chez vous. Hein. Ouais. Et oui. Voilà. Donc Macron va s'attaquer aux vieux. Hein, donc c'est la méthode grecque. C'est la méthode grecque. En Grèce, ils avaient commencé à s'attaquer aux retraités. Voilà, donc bénédiction sur nos lecteurs de Lille et bénédiction sur tous nos autres lecteurs. Voilà. Mon cher Laurent, ainsi s'achève cette revue de presse. Alors, attention, vous avez plein d'autres informations sur quotidien.com. Il va de soi que dans nos vidéos, on ne peut pas traiter toutes les informations, c'est impossible. Sinon, on va se retrouver avec une vidéo de 4 heures. De 4 heures. Donc, tous les lundis, sur quotidien.com, vous avez la revue de presse. Alors, évidemment, en tant que Pierre II, eh bien, nous allons terminer cette revue de presse par une bénédiction, hein, ça va de soi. Alors, j'ai mon missel, un vrai missel, en or, comme vous pouvez le voir ici. Et, attention, c'est le missel des Saints Anges. Si. C'est rarissime, mais ça se trouve, regardez. Ouais, vous voyez, c'est imprimé à l'or. Donc vous voyez que l'or, c'est important même pour les anges. Et ici, vous voyez, missel des Saints Anges. Voilà, et ça a été imprimé à Tours il y a un peu plus d'une centaine. C'est magnifique. Il y a une centaine d'années. Alors, on pourra faire un gros plan dessus. Et il y a plein d'illustrations, il y a plein de dessins d'anges avec des trompettes, etc. Voilà. Alors, nous allons faire. Donc, nous allons demander à nos chers lecteurs de nous retrouver sur Twitter, hein, sur ton site. C'est quoi Immédiat. Immédiat. HYM. C'est toutdesuite.com. .media. Ouais, il n'y a même pas de .com, c'est HYM.media. Voilà. Toutdesuite.com, immédiat.com. Et non, sur mon Twitter. .media. Alors, sur le Twitter, donc Pierre Jovanovic, sur quotidien.com. Et vous le savez, donc le 2 octobre, c'est la fête des Saints Anges Gardiens. Hein, voilà. Et donc, je vais, en tant que Pierre II, j'adresse une prière à Dieu le Père et au Seigneur, afin que chacun de nos lecteurs, chacun de nos spectateurs ait un signe absolument indiscutable de la part de son ange gardien. Voilà. Alors, je vais lire la prière en latin, hein, qui est là. Enfin, je ne suis même pas certain que ce soit en latin. Si. Voilà. Donc, c'est la prière du 2 octobre, mais on est un peu en avance. Hein, c'est bientôt. Voilà. Ô Dieu, qui par une providence ineffable, daignez envoyer vos saints anges pour garder vous, chers lecteurs, chers spectateurs, accordez-leur la grâce d'être toujours sous votre protection et de jouir éternellement de leur société, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vais le faire en latin, parce qu'il parle latin là aussi, donc voilà. Alors c'est un graduel. Hein. Angelis suit mandavit de te, ut custudiant te in omnibus. Donc ça c'est Macron, hein, c'est les bus. Omnibus vis tuis in manibus, encore Macron, portabunt te ne umquam offendas at lapidem pedem tum. Voilà. Alors, graduel, donc Dieu a commandé à ses anges de veiller sur vous et de vous garder dans toutes vos voies. Ils vous porteront entre leurs mains, de peur que vous ne heurtiez votre pied contre la pierre. C'est beau. Et là, en tant que Saint-Pierre, Pierre II, je demande aux anges d'enlever les pierres de votre chemin. Soyez bénis. Amen. Sois bénis tous. La classe. Hein, soyez bénis tous. Amen. À bientôt. Abemus papam. Bienvenue dans l'Apocalypse. À bientôt. À bientôt.